Madame, monsieur, bonjour. Les dirigeants et autres personnalités parlent et nous commentons. C'est tout le sens de cette émission. Et les propos du jour seront soumis à l'appréciation de l'universitaire Emery Ewolabi. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes juriste internationaliste. Absolument. Merci de nous accompagner. Merci. Et mon confrère Adrien Moussou, fidèle au poste, bonjour à vous. Bonjour Jérôme, bonjour l'Afrique. Premier point de chute, Haïti. Vous y attendiez certainement. Et qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Vers 1h du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État. C'est Claude Joseph, le Premier ministre sortant, qui a parlé. Quid de la sécurité d'un chef d'État? J'ai envie de vous demander d'entrer. Emery Ewolabi. Bien sûr, cette information, évidemment, fait craindre pour la sécurité des officiels en Haïti, pas que du président défunt et de sa femme aujourd'hui. Mais la question devrait aller au-delà du... Commençons par la sécurité. La sécurité, pour ma part, c'était un problème déjà au sein de l'État d'Haïti, puisqu'il y avait déjà il y a plusieurs gangs armées qui rivalisent au sein de la capitale. Et sur le territoire, évidemment, la police nationale n'arrivait pas à faire face déjà aux problèmes de sécurité que vivent les Haïtiens. Donc déjà, si on n'arrive pas à faire face à la sécurité au plan national, quid de la sécurité du président? Il faut croire que la sécurité du président n'a pas été prise au sérieux. Peut-être qu'il y a eu des largesses, des failles dans le système sécuritaire, de la garde rapprochée du président pour que des personnes puissent rentrer, commettre un forfait et sortir de là sans que personne des assaillants puisse être blessé. Il y a un réel problème au niveau de la sécurité au sein de l'État d'Haïti. Pas seulement au sein de l'appareil, puisque évidemment toutes les semaines qui ont précédé la semaine de l'assassinat, évidemment vous avez des grognes de la population qui se plaint. La population se plaignait suffisamment du fait que les gangs armés venaient en plein jour à tirer, à opérer en plein jour, voilà, et la police n'intervenait pas du tout. Donc évidemment, si vous avez plusieurs factions rebelles qui essaient de contrôler le territoire, évidemment, il faut croire que derrière, il y a tout un monde, toute une organisation criminelle aussi qui veut pouvoir peut-être contrôler le pays. Et si entre-temps, puisque nous ne connaissons pas les dessous de l'affaire, et si entre-temps, il y avait des négociations ou puisqu'on parlait de la mise en place d'un nouveau système de gouvernance, c'est-à-dire par la nomination d'un nouveau Premier ministre qui devait prendre à bras le corps ce problème de sécurité, régler un certain nombre de problèmes de gouvernance et de développement immédiat au sein de la communauté d'Haïti. Il faut croire que peut-être que ce nouveau stratagème n'a peut-être pas plu à un certain nombre de groupes qui, évidemment, ont peut-être attenté à la vie du président. Adrien, oui, on accède aussi facilement à l'intimité du chef de l'État d'un pays. Vous et moi, nous devenons quoi? Non, nous devions nous interroger et nous étonner. Mais rassurez-vous, monsieur Ewolabi c'est ça, a parlé de failles. Mais je vais au-delà. S'il n'y a pas eu lacisme, il y a complicité. S'il n'y a pas de lacisme, il pourrait y avoir complicité au niveau de cette garde présidentielle-là. Et comme il a dit, parce que mais c'est trop facile ça, accéder facilement comme ça au domicile du chef de l'État quand même si il demeurait contesté, en cela justement qu'il a même fini son mandat. Hein. On devait déjà procéder au renouvellement du mandat, justement, mais pour le moment, on ne serait accepté. C'est-à-dire que forcément, il va falloir situer également les responsabilités au niveau de sa garde rapprochée. Certainement qu'il y a soit des taupes dans la troupe. Il faut bien cuisiner cela, leur tirer les verres du nez pour en savoir davantage. C'est vrai que depuis quelques heures, il se dit que certains mercenaires ont été abattus, d'autres arrêtés. Ceux-là qui ont été arrêtés, ils vont passer à l'interrogatoire et certainement que nous en saurons davantage, mais pour rien au monde, nous saurons tolérer ce qui s'est passé là, nous saurons l'admettre. Parce que c'est inquiétant. Et comme il a si bien dit, au-delà
de l'assassinat du président Jovenel Moïse, il va falloir que désormais les autres ministres, les autres autorités au niveau d'Haïti commencent pas à avoir peur pour leur vie, sérieusement, parce que c'est tout un capharnaüm, je dirais, où chacun se lève, fait ce qu'il veut dans la République, et comme ça, rien n'est contrôlé. Même la police et l'armée, ils vont pouvoir contenir toutes ces vérités-là jusqu'à quand encore que. Parce que si véritablement ils avaient la même mise sur la sécurité de fond en comble, je ne pense pas que ces mercenaires-là puissent opérer aussi aisément qu'ils l'ont fait. Émilie Olabi, qui pied derrière ce coup? Les intérêts sont nombreux. Vous savez, une fois que le pays est ouvert, avec la crise qu'elle a traversée, tout le monde peut vouloir à Haïti, tout le monde peut vouloir. Ça peut être des puissances occupantes, comme ça peut être des milices armées, ça peut être des groupes criminels qui veulent gagner le pouvoir et pouvoir contrôler un certain nombre de commerces, parfois commerces d'armes, peut-être commerces de stupéfiants. Les hypothèses sont nombreuses. Et il faut dire aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire que Haïti, c'est un État failli. C'est un État failli parce que, évidemment, le système sanitaire il est totalement en branle, le système de sécurité il est totalement en branle, le système judiciaire aussi n'est pas quasi édifiant. Donc vous avez vraiment un gros problème au niveau de la structuration. Ça n'est pas un pays carrément, vous voulez dire? Oui, pour moi, c'est un État failli. C'est un État failli puisqu'il n'arrive même pas à subvenir réellement aux besoins de sa population. Puisque vous voyez des groupes, des milices armées dans la ville, des milices armées, ce n'est pas qu'il y a une, il y a des factions qui sont un peu partout, qui s'opposent, des gangs qui contrôlent et qui évidemment vendent des stupéfiants. Comment ils arrivent à se procurer des armes? Comment ces milices arrivent à avoir des armes et à contrôler des quartiers et à avoir des affrontements? Il y a un problème au niveau de cet État. Cet État ne se contrôle plus aujourd'hui. Donc il y a un problème. Il faut évidemment demander à la communauté internationale de réagir. Oui, mais aujourd'hui, la communauté internationale est ce qu'elle est. Vraiment. Qui pied derrière, Adrien? Oh, bon, certainement des groupes d'intérêts. Et les intérêts, les enjeux, nous autres ne sommes pas dans le secret des dieux pour en dicter ou en décrypter les secrets les plus profonds. Certainement que le moment venu, tout doucement, au fur et à mesure que progressera l'enquête relative à cet assassinat-là, nous en saurons davantage. Parce que là, je ne veux pas croire que ce sont des puissances opposés qui déjà commencent pas à dérouler. Ce n'est que, je dirais que ce n'est qu'un signe, un mauvais signe, je dirais. Donc il va falloir que, comme le dit si bien M. Olabi, la communauté internationale se préoccupe, mais encore elle, la communauté internationale. Mais M. Olabi a peint la situation de Haïti. Pourquoi est-ce qu'avant même l'assassinat, la communauté internationale ne s'est-elle pas préoccupée de la situation pour aller à la rescousse? Et c'est maintenant qu'on apprend que l'ONU, les commissions spécialisées vont se retrouver après l'assassinat, qu'il y a au médecin après la mort. Mais non, c'est quand? C'est en amont qu'il fallait réagir. C'est en amont qu'il fallait quand même amener les gouvernants à Haïti à repenser le développement de leur pays. C'est en amont qu'il fallait leur prêter main forte pour restructurer ce qui a restructuré, pour remettre le pays sur orbite. Ils ne l'ont pas fait, excusez-moi de le dire. Je ne veux pas croire qu'il joue au médecin après la mort, mais c'est regrettable. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour ce pays? Ça fait beaucoup, vous savez, au sein des systèmes des Nations Unies. Évidemment, on ne peut pas dire que Haïti a traverser des périodes de conflits armés, non, mais des périodes de catastrophes naturelles très nourries. Et vous savez, il y a des systèmes après, au niveau du système, enfin au sein du système de reconstruction de pays. Souvent on parle peut-être de reconstruction de pays en guerre, évidemment, mais on parle aussi parfois de reconstruction de certains États qui ont souffert de certains affres comme Haïti. Et je pense que le plan au niveau de la communauté internationale et de l'ONU n'ont réellement pas pensé à mettre en place un système réellement de reconstruction de l'État d'Haïti. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est un État failli qui aujourd'hui risque de devenir une plaque tournante pour évidemment divers groupes criminels pour opérer à partir de là. Un peu comme ce fut peut-être le cas de certains pays, je ne dirais pas
la Gambie, où on a estimé à un moment donné que c'était la plaque tournante de certains trafics de stupéfiants. Donc je pense qu'il faille rapidement juguler, mettre en place avec la communauté. Parce que l'État d'Haïti n'a pas les moyens de faire face. Ils n'ont pas la main, ils n'ont pas les capacités. Soit on décide de leur porter un coup de main et de mettre en place un programme de reconstruction de l'État d'Haïti, de former les cadres et de relancer la machine d'État, ou soit on reste là et on fait du surplace avec quelques missions de maintien de la paix par-ci par-là, Haïti, et tout le monde se plaît à envoyer évidemment des fonctionnaires d'État là-bas pour aller en mission en Haïti, des fonctionnaires de police à la retraite ou proche. Il faudrait revoir totalement le système. Et parfois, ça profite à certaines personnes. Évidemment, il y a une mission, on y met de l'argent. Bon, voilà, on va faire ce qu'on peut. Ça permet de tourner, d'acheter des voitures. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change rien au quotidien des personnes. Mais du moment où ça permet en fait de régler d'autres problèmes pour des groupes d'intérêt, bon, tant mieux pour ces personnes-là. Haïti peut rester dans la misère. C'est plutôt intéressant. Les intérêts sont ailleurs. Pourquoi on ne pose pas les vraies questions de développement? Pourquoi on n'apporte pas l'aide au développement qu'il faut pour ce pays avec des mesures, je dirais quoi moi, des mécanismes, des mécanismes vraiment rigides qui obligent les fonctionnaires, les officiels de l'État d'Haïti à marcher dans la droite ligne et à mettre un peu comme ou des forces d'interposition pour nettoyer la ville. Il faut demander aux casques bleus, il faut revoir la mission des casques bleus en Haïti. Pour moi, c'est important. Adrien, à propos du Docujus, on dit qu'il aura voulu, il serait parti qu'il ne serait pas fond du tout aujourd'hui. Vous répondez quoi? Oh là, c'est un peu parcellaire. C'est cet argument. Bon, je ne veux pas dire que c'est une sorte d'argutie, mais cet argument ne tient pas trop la route. C'est vrai qu'il aurait dû partir en début d'année, février, il aurait dû partir, on aurait dû un an. Mais c'est vrai qu'il n'est pas parti. Est-ce que dans les conditions que nous avons décrites et que nous connaissons, il pouvait véritablement organiser ces élections? La question qui est problème. Ah oui, c'est la question qu'il faut se poser. Oui, je m'en vais et puis on organiserait. Bon, c'est vrai, il se serait barré déjà en février-mars. Qu'il ne serait pas assassiné, en fait. C'est ça qu'il est question. Mais c'est-à-dire qu'après être parti, pas que je sois, pour qu'il restât, non. Mais même s'il partait, la situation que vit la République d'Haïti ne changerait pas. Humaine avant tout. Justement, et voilà pourquoi nous avons dit que pour rien au monde, ne saurions tolérer cet assassinat. En cela que il peut y avoir d'autres voies pour le faire partie du pouvoir. Vous comprenez bien? Il y tenait, hein, visiblement. Justement, mais... Il y tenait. Et là... C'est un patrimoine. Ce n'est pas un patrimoine. C'est pour son père. Ce n'est pas pour son père. On dégage. Justement. Dégage. Mais le pouvoir, hein, vous savez, le pouvoir, quand c'est ça dans le pouvoir. Il corrompt absolument, vous voulez dire. Oui. D'accord, je peux vous suivre sur certains de vos développements. J'aimerais dire, c'est pas qu'il était contesté, il était très contesté. Oui. Il y a une politique qui n'était pas du tout favorable et qui n'était pas acceptée de la population, où il y avait le niveau d'inflation avait un certain niveau au sein de la population, où tout le monde évidemment rechignait sur la condition sociale qui n'était pas du tout agréable. La misère s'installait davantage, voyez-vous. Et il devrait partir, il n'a pas voulu partir. Je pense qu'il ne voulait pas partir pour avoir nommé un nouveau Premier ministre. Parce que là, actuellement, je pense que non seulement c'est un État failli, mais c'est un État qui se retrouve sans gouvernement. Sans gouvernement quasiment parce que, voyez-vous, il est mort, il a nommé un Premier ministre qui n'a pas pris fonction et l'autre, il n'est plus en fonction. Vous voyez ce dont je parle. C'est-à-dire que nous sommes dans une impasse. C'est-à-dire le pays lui-même est dans une impasse depuis très longtemps. Et évidemment, il aurait pu organiser ces élections. Je crois qu'il n'a pas voulu organiser ces élections parce qu'il ne comptait pas partir. C'est aussi ça les problèmes dont souffrent certains pays sous-développés. Je ne dirais pas... à grand nom, on peut considérer dans la masse des pays africains, mais je ne dirais pas pays africains, mais je dirais, parce que ce problème se pose au-delà des pays africains aujourd'hui, le problème de la gouvernance démocratique ou du respect des normes constitutionnelles, oui, ça permet d'éviter beaucoup de problèmes. Respecter les principes. On a dit que vous devrez organiser les élections.
Et puis, bon, voilà, s'il faut revoir la Constitution, s'il est nécessaire de revoir la Constitution, organiser un référendum. Ou si vous avez une majorité, allez-y, mais que cela soit constitutionnel. Mais à vouloir enfreindre les lois constitutionnelles, on tombe dans des conflits. Peut-être que s'il avait organisé, peut-être qu'il n'aurait pas été assassiné. Peut-être. On ne sait rien. Peut-être qu'il n'aurait pas été assassiné. Peut-être. Il n'a pas fait, Adrien. Pas du tout. Que cherche-t-il? Un homme d'affaires, le pouvoir, les honneurs, en fait. Oui, les honneurs. Parce que ça, c'est un homme d'affaires, non? Quand même. Oui, la fortune, on ne dira pas qu'il ne l'a pas. Donc, les honneurs, président de la République, alors que tu es contesté. Parce que même les élections dont il est question, ou les référendums, non. Parfois, il y a des référendums viciés d'avance. Truqué, parce qu'on est là, on a organisé, on ne peut pas perdre. Ça nous ressemble. Ah oui, quelque part, parce que c'est l'Afrique, ça. Le syndrome africain peut-être s'est déplacé. Donc c'est ça que les questions. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'en Afrique, c'est ce que je veux dire. Oui, justement, non. Nous sommes d'avis avec vous. Nous sommes d'avis avec vous que le syndrome est en train d'être exporté. J'ai l'impression que le monde est en train de revenir à l'âge de pierre à un moment donné. Où les normes démocratiques, généralement dans le monde entier, sont en souffrance. Mais c'est regrettable, et paix à son âme, vivement que Haïti recouvre ses marques et que l'ONU prenne ses responsabilités. Et nous passons au Mali avec notre confrère Lemine Ould Salem qui dit à propos de Macron, Emmanuel Macron a fini par revenir à la raison. Il allait fort. Il n'avait pas le choix, le président français. Vous vous rappelez ici, nous autres, nous n'avons pas trop pris au sérieux cette menace. Oui, et disions à l'époque, pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi n'a-t-il pas eu la même célérité? N'a-t-il pas pris la même initiative par rapport au Tchad? Il y avait question d'injustice ou de deux poids, deux mesures. Et entre-temps, les intérêts stratégiques, géopolitiques du moins, s'y mêlant, vous avez vu que la Russie a pensé pas pointer du nez quelque part. Ah, évidemment, on s'est peut-être dit à Paris ou au Quai d'Orsay que si rapidement on ne se ravise pas, on va laisser le terrain à l'adversaire. En fait, c'est ça qu'il est question. Ça fait partie des facteurs qui certainement ont contraint le président français à rebousser chemin, à changer d'avis, à revenir sur sa décision. Et il le fallait parce que visiblement, les hommes forts actuels au Mali, ils pouvaient s'en foutre comme de l'an 40 et puis composer avec le puissant du moment qui leur tend, qui leur ouvre les bras. Donc, vivement que à l'Élysée, on décrypte davantage les situations avant de prendre une position radicale. Parce que je ne veux pas dire que des vomissures ont été ravalées. La France, pas longtemps fâchée, visiblement, Emery. Bon, je m'attendais à ça. Je me suis dit que dans combien de temps, évidemment, on verrait bien la fin de cette histoire, parce que pour moi, c'était une erreur très stratégique. Et comme disait tout à l'heure M. Amoussou, et voyez-vous, ce sont des intérêts géopolitiques et géostratégiques qui sont en jeu. Si jamais la décision, comme on entend dire, était prise sur un coup de tête, évidemment, pour marquer un coup politique, évidemment, c'est regrettable, parce que je crois que très tôt ils ont remarqué leur erreur stratégique et ils sont revenus. Pour avoir investi autant de millions d'euros dans cette crise et dans le Sahel, se retirer aujourd'hui, c'est laisser la place vide pour non seulement l'avancée du terrorisme, des groupes islamistes, radicalistes et extrémistes, mais c'est aussi laisser un nouvel opérateur venir s'installer, absolument, et qui guette cela, et qui ne n'attend que ça. Voyez-vous, puisque d'ailleurs, pour faire un rapprochement, juste pour faire un rapprochement de lecture, les hommes ayant perpétré le bouleversement anticonstitutionnel, si on peut le dire ainsi, au Mali, il y en avait deux qui venaient de rentrer fraîchement de Moscou, voilà, si on peut dire comme ça, qui viennent de rentrer de la Russie. Et donc, évidemment, c'est des gens qui ont été formés. Et donc, qui ont encore des attaches. Donc, si vous ne voulez pas avec nous, maintenant, je suis convaincu qu'il y avait des attaches, des gens qui étaient prêts à venir offrir leurs services. Et évidemment, la France perdrait du coup son monopole dans toute la zone. Toute la zone, c'est Mali, c'est le Niger, c'est le sud d'Algérie, même vers le Tchad, évidemment. Et pour revenir sur la question du deux poids, deux mesures, évidemment, on maintient l'autre.
l'autre et on reboussole l'autre parce qu'évidemment l'un garde bien nos intérêts et l'autre évidemment pas. On ne le contrôle pas. Évidemment, on ne contrôle pas. On ne contrôle pas puisqu'on a voulu faire éjecter 2 personnes quand on a refait un coup d'État parce qu'on a voulu mettre quelqu'un qu'on peut contrôler. Et quand évidemment l'autre a remarqué que ah non, ah ça on veut me faire un coup d'État que j'ai fait, alors je leur refais un coup d'État pour dire c'est moi le maître. Donc je fais comme on dit. C'est ça les intérêts. Et évidemment aujourd'hui l'intérêt qui est, disons que celui qui gagne aujourd'hui avec ce retour, ce n'est pas que la France en réalité, c'est aussi le Mali. C'est aussi le Mali qui gagne. Oui, les deux. Mais le Mali surtout en termes de stabilité, d'absence de rupture. Que s'il y avait même une rupture une cessation d'activité, de coopération immédiate, ne serait-ce que même de 1 mois, 2 mois, ça suffit largement pour un groupe rebelle, un groupe extrémiste, d'occuper le terrain, de réoccuper le terrain. Et que tous les travaux, tout ce qui a été investi pendant près de 2, 3, 4, 5 ans soit passé en perte et profit rapidement. Rapidement. Ce sont des groupes qui se déplacent à moto rapidement et qui occupent le terrain et qui sont non identifiables. Vous ne pouvez pas savoir qui est islamiste, qui n'est pas islamiste. Ils se confondent dans la population et tout de suite ils vont remettre en place tout un stratagème pour occuper à nouveau le terrain. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle, certes, mais il ne faut pas croire que l'opération Barkhane va perdurer. Ça va sûrement muter. Il y aura une refonte. Il y aura une refonte du système. À coup sûr, dans les années ou dans les mois à venir, on aura une refonte du système. Ça ne pourra plus continuer comme ça l'était depuis. Non, parce que, évidemment, il y a 2 fronts. Il y a des personnes qui disent il ne faut pas discuter avec les terroristes, il ne faut pas discuter avec les groupes djihadistes. Et ceux qui sont à Bamako disent discutons, parce que quand on discute, il y a moyen de pouvoir trouver des solutions. Donc, évidemment, il y a 2 approches théoriques qui sont contraires. Il va falloir à un moment donné s'entendre sur un modèle d'action. Donc, ce qui va forcément agir tôt ou tard sur... Au sein de l'armée française, on nous souffle qu'il y a même des hauts gradés qui ne partagent pas l'opinion de Macron. Oui, je parlais tantôt de facteurs. Et c'est également un facteur parmi tant d'autres. En cela, justement, que ce revirement, je dirais, spectaculaire, vient conforter la position de l'homme fort actuel de Bamako, le colonel Goïta. Absolument. Justement, ça vient le conforter. C'est vrai que par langage diplomatique, on souhaitera la bienvenue, on dira à la France, vous êtes de retour, bienvenue à vous, mais attention, désormais, les autres ne vont pas également se laisser faire. C'est-à-dire que dans les couloirs, les négociations se poursuivront, mais il va falloir repenser cette opération Barkhane-là, ou ces forces Barkhane-là, afin que véritablement les uns et les autres puissent contenir le djihadisme dans ces pays-là, parce que la France, il faut le reconnaître, était essoufflée. Évidemment, c'est également peut-être un repli stratégique pour que les autres pays de l'Europe viennent ici. Un renfort. Oui, je parlais de plusieurs facteurs, en fait. Des facteurs, il y en a certainement. C'est vrai que sur le plan diplomatique, eh bien, ça ne faisait pas bien de voir la France se retirer comme ça. Elle a vite compris et a lésé. On a tout fait de prendre la décision qui va. Rien ne dit que la Russie ne va pas rentrer dans le jeu quand même. Oui. Rien ne nous dit. Justement. Parce qu'il y a des intérêts stratégiques. Vous la voyez aux portes, c'est ça? Bien sûr, absolument. Rien ne dit qu'on pourra monter une opération avec la Russie et mettre aussi, puisque vous avez la force Takuba qui est là, qui est la force européenne, qui est dans le Sahel, vous avez Barkhane, il peut y avoir une autre force. Ce n'est pas à exclure. C'est pas exclu. Et nous continuons, nous sommes en Afrique du Sud, chez Zouma, célèbre, sacré Zouma. Alors, avec cet extrait, si les autorités ne finissent pas par l'arrêter, l'Afrique du Sud sera considérée comme un État défaillant dans lequel l'État de droit ne s'applique pas. C'est Ibrahim Fakir, un politologue qui l'a dit. Emery. Oui, dire que si on n'arrête pas Zouma, l'Afrique du Sud sera comme un État défaillant. C'est la Cour qui a décidé. Alors, pas un État failli, c'est déjà ça, défaillant. Je ne suis pas sûr défaillant juste pour ça.
Et pour la fermeté vis-à-vis de Zuma. Oui, la fermeté, je suis d'accord, évidemment, puisque, évidemment, c'est un citoyen, d'abord comme tout le monde. Évidemment, il a été chef d'État, mais après, il redevient citoyen comme tout le monde. Et on le juge pour des actes dont il doit répondre comme tout citoyen. Mais là, il faut croire qu'il a la date d'un nouveau procès. Et s'il se présente, je pense que la condamnation à 1 an et demi sera passée sous le tablier pour pouvoir faire face aux accusations s'il répond. Donc, c'est-à-dire que s'il répond, il ne va plus en prison, mais il va s'expliquer. Et je pense qu'il compte se présenter. On lit un tout petit peu, je crois qu'il compte se présenter. Donc, s'il se présente le 12 juillet et qu'il se fait écouter par la commission, évidemment, on n'ira pas le forcer à aller en prison. Les 15 mois de prison. Donc, pour moi... il faut qu'on attende 12 juillet pour mieux observer. S'il ne se présente pas, on verra bien. S'il ne se présente pas, je pense que l'État décide de quoi en prison. L'État, s'il ne se présente pas le 12 juillet, s'il ne se présente pas, je pense que l'État d'Afrique du Sud devra prendre toutes ses dispositions pour faire respecter les lois de la République. Voilà. Zuma finit de ruser, peut-on dire, en se rendant comme ça, là? Oui, c'est certainement dire l'évidence que l'État s'est tellement resserré autour de lui et qu'il n'avait plus d'autres portes de sortie. Il s'était mis dans un labyrinthe lui-même, en fait. La stratégie... la veille encore, il avait le beau, hein? Justement, et la stratégie n'a pas payé cette fois-ci. Et, une fois qu'il a franchi déjà le seuil, c'est fini. C'est l'autre manière, c'est l'autre stratégie. Laquelle? Pour la mener à répondre, en fait. Il n'est qu'un escale, je dirais. Il finira par répondre certainement devant la commission. Et s'il faisait le choix des 15 mois contre un vrai procès? Non, attendez voir. Mais parce qu'il a 15 mois, je mentir mieux. Un vrai procès, ça prend beaucoup il a tout intérêt. Il a tout intérêt à ne plus user d'atterrement pour avoir des circonstances. Non, vous savez, avant que la date du 12 juillet ne soit annoncée, il y a eu plusieurs discussions. Il a reçu chez lui, dans le Kouzouni natal, il a reçu pas mal d'autorités de l'ANC, de chefferies traditionnelles. En soutien, mais en discussion aussi. Au sein de l'ANC aussi, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a des divergences, évidemment. Donc, je pense qu'il a essayé de tenser un tout petit peu l'appareil pour pouvoir obtenir ce résultat. Peut-être que c'est de la stratégie, peut-être qu'il est toujours dans la stratégie. Peut-être qu'il sait que bon, il va se présenter et que à la fin, on va le blanchir. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses derrière que nous ne savons pas. Ah, vous espérez ça pour lui? Je ne veux pas aller sur cette piste-là, mais plutôt sur la piste peut-être des circonstances atténuantes qui vont peut-être édulcorer les choses. En cela que la sentence pourrait ne plus être lourde. Mais l'essentiel, qu'il réponde d'abord. En fait, c'est ça. Mais à le blanchir, là, les chefs d'accusation sont tels que c'est pas évident. Il y a le sursis. C'est pas évident que ces avocats puissent les faire tomber. Ces chefs d'accusation. Ça va être difficile. Ça va être difficile de les faire tomber un à un. Ces chefs d'accusation, non, ils sont si lourds que c'est pas évident. On pourrait lui trouver des circonstances atténuantes parce que, en demeurant braqué avant de se rendre, c'est ça qui aurait été pour lui circonstance aggravante. Donc, il vient de faire le premier pas. Il y a d'autres pas décisifs qu'il doit faire, si tel qu'on doit le trouver après, in fine, des circonstances atténuantes. Ce qui est sûr, ce serait un précédent. Ce sera un précédent dans l'histoire de ce pays. Oui, bien sûr. Aussi dans l'histoire de... par ricochet à l'Afrique. Oui, de la réponse des chefs d'État, de fait de juger des chefs d'État après leur mandat pour certains faits, ce sera quand même une première. Comme ça, il vaut mieux bien gérer, être tranquille après, après la charge. C'est ça même, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez touché une fois au bien public, vous avez géré une fois, vous répondez toujours après. C'est comme ça, en fait. Vous gérez bien, vous vous en sortez absolument. Vous gérez bien, vous en sortez. Mais si vous avez évidemment des ardoises, vous avez des cadavres dans le placard, on finira par les retrouver tôt ou tard. On parle parfois, je crois pas, d'affaires qui datent de plus de 20 ans qu'on ressort. Bon, il faut voir après s'il y a une prescription autour. On ne sait pas, on verra bien de quoi. Mais déjà, il faut qu'il se présente.
Et s'il arrive à s'en sortir, bon voilà. Ramaphosa pense que ça n'en oublie pas l'ANC. Pas du tout. Nous avons dit la dernière fois que l'ANC est fragilisée parce qu'il y a différents courants, oui, il y a différents groupes, divergences à l'ANC. La situation n'est guère confortable pour le président Cyril Ramaphosa également parce que il vient d'être blanchi. Justement, n'empêche, il tient rempilé, mais pas dans les mêmes conditions parce que l'ANC n'a plus le même contenu que l'ANC de Nelson Mandela. L'ANC, au moment même où Thabo Mbeki, bien qu'il ait eu des problèmes après, ce n'est plus le même poids, en fait. Parce qu'il y a différents courants. Non seulement des courants, pas de point de vue seulement, mais il y a des dissensions internes à l'ANC, ce qui fragilise ce grand parti sud-africain. Donc, avec quel score Ramaphosa éventuellement pouvait remplir lors de la prochaine présidentielle? Là également, les sondages nous situeront d'ici à là. La Cour constitutionnelle sud-africaine s'en est une, peut-on le dire, Emery? Qui a la poigne? Oui, qui a la poigne, oui. Comme beaucoup de cours. Beaucoup, vous en comptez sur le continent? Ouais, beaucoup comme ça? Bon, pas beaucoup, mais certaines quand même. Ouais, certaines. Ah, déjà? Oui, certaines. Vous relativisez? Oui, on relativise, ouais. Mais il faut quand même dire que c'est une cour courageuse pour faire ce qu'elle a fait. Mais après, on se pose la même question. Est-ce qu'elle ferait la même chose si le président était en exercice après? Après, c'est la question aussi qu'on se pose. Est-ce qu'elle a toutes ces coups des franches parce que, évidemment, Zuma ne peut plus jouer de ses influences et qu'il n'est plus au pouvoir, ou vraiment c'est une cour qui a les coups des franches? Il faut croire aussi que il faut noter plutôt que dans les pays anglophones, il y a beaucoup plus parfois de liberté à faire les choses que dans les États francophones. Ici, on peut observer les choses de cette manière. Les anglophones sont plus pragmatiques. Ils n'ont pas le sens du comment je vais dire, c'est-à-dire que la redevabilité, voilà, et donc de le retour de l'ascenseur. C'est des personnes, quand vous les nommez, ils sont capables de vous dire non, vous avez tort, vous avez tout faux, un peu comme vous voyez un peu aux États-Unis avec la Cour suprême. Le président sortant, il a fait nommer un juge en partant, en espérant que bon, il puisse aller dans son sens, la lignette. Donc voilà. Donc je crois que on devait travailler davantage à ce que nos institutions soient fortes. Vraiment, Adrien? Nous n'avons de cesse de le prôner, de le réclamer. Parce qu'en fait, les conflits parfois sont secrétés par des comportements qu'adoptent parfois ceux-là qui siègent au niveau de ces institutions de contre-pouvoir et qui, dans des périodes cruciales, à l'occasion de grands enjeux, n'arrivent pas à trancher en toute équité, en fait. Et vous comprenez bien que cela horripile les peuples, les populations qui parfois, n'en pouvant plus, décident de se rendre justice elles-mêmes. Parce que c'est pour éviter cela qu'il a été mis en place des institutions, disons, de contre-pouvoir, des institutions chargées d'organiser les élections, des institutions chargées de proclamer les résultats après avoir connu des différends. Et comme M. Olabi disait tantôt, en Afrique francophone, dans la plupart des pays africains, oh là là, après que tu m'as nommé, je te reconnais. C'est le retour de l'ascenseur. On te bat dans les urnes. Oh là là, il va se trouver des membres de cour qui vont dire non, tu n'as pas été battu dans les urnes, on va procéder à des redressements, les cours par elles-mêmes constatent des choses, et on vient proclamer des résultats pour dire que celui que le peuple a élu, plébiscité, que celui-là n'est pas élu, mais que c'est celui-là qui a été battu, qui a été élu ou réélu. C'est ça, ce qui prévaut. Et vous comprenez bien qu'à un moment donné, il y a certains peuples qui ne veulent pas du tout croiser les bras pour avaler ces genres de pilules. Donc, ce qui se passe dans ces différents pays-là doit pouvoir servir de leçon à ces membres des institutions de contre-pouvoir, hein, pas seulement des conseils constitutionnels ou des cours constitutionnels, cours suprêmes, différentes cours qui sont habilités à connaître des différentes des situations pour lesquelles ils sont sollicités pour trancher.
Donc l'Afrique francophone singe un peu l'Afrique anglophone, c'est ce que vous voulez dire? Ils sont pas, je ne dis pas que tous ceux qui sont en Afrique anglophone sont exactement ça, hein, parce que nous voyons d'autres situations dans d'autres États. Mais l'objectif ou le souhait, c'est que, évidemment, qu'il y ait davantage de sagesse. C'est porteur de paix. Voilà, davantage de sagesse dans la gestion. Sinon, on s'en fout. Hein. Bon, ce serait dommageable. Dommageable. Nous sommes en RDC pour la paix. avec cette citation du président Tshisekedi à propos de Vital Kamerhe. Il dit exactement ceci. Nous avions discuté à plusieurs reprises d'une seconde candidature me concernant. Il était d'accord et il était prêt à s'effacer. C'est moi d'ailleurs qui lui disais, écoute Vital, hein, politiquement il est trop tôt pour se prononcer. Tu le feras, mais pas maintenant. Cela ne sert à rien. Emery. Ouais, c'est dans l'homme normal les choses. Hein. Vous savez, je veux pouvoir me présenter. Vous comprenez tout son malheur. Oui, malheureusement, oui. Ben, le problème, parfois, il a peut-être dévoilé son jeu. C'est tout à fait normal que dans une coalition, puisque c'est une coalition et tout, que d'autres personnes veuillent se présenter. Mais évidemment, lui, il a 2 mandats à faire. Il veut peut-être... Laisse-moi finir mes 2 mandats et ensuite, c'est pas acquis, donc. Voilà, mais bon, le problème, c'est que le jeu est ouvert. Le jeu est ouvert. Donc voilà. Et puis les accords politiques sont ce qu'elles sont. Hein, vous savez, elles se font, elles se défont. Elles se font, elles se défont. Donc du coup, pour moi, Vital Kamerhe, il est en droit de vouloir se porter candidat. C'est-à-dire, c'est son droit constitutionnel de se porter candidat. Bon, maintenant, est-ce que c'est le moment de le dévoiler? Est-ce que c'est le moment de se mettre dans les starting blocks? Est-ce que le président Tshisekedi, si accord il y a et qui finit ses 2 mandats, évidemment va soutenir Vital Kamerhe si jamais il se présentait, ou quelqu'un d'autre de la coalition? Rien n'est... Kamerhe est victime de ses ambitions, peut-on lui dire, Adrien? Au-delà, je dirais déjà que Tshisekedi est l'actuel homme fort. Il a déjà des longueurs d'avance. Vous n'êtes pas sans savoir que déjà, il pense déjà à sa réélection. C'est vrai que la tâche ne sera pas facile non plus, parce que les pro-Kabila non plus lui compliqueront l'existence. Toujours est-il qu'en temps, il a pu rompre les amarres avec ceux-là. Vous comprenez bien que le guette au tournant de la prochaine présidentielle. Mais il a déjà des longueurs d'avance, je suis certain. Tous ceux-là qui au départ l'ont soutenu, croyant que, bon, le moment venu, ce sera le retour de l'ascenseur de sitôt. Ce n'est pas évident. Et le pouvoir, le fauteuil, lorsqu'on s'y installe là, oh là là, on a beau vous dire que non, je ne veux que seul mandat, je veux seulement 2, mais on fait 1, on fait 2, on veut un 3e, pourquoi pas un 4e, et demeurer au pouvoir à vie. Non, vous comprenez bien. Mais Tshisekedi doit pouvoir savoir raison garder également, parce que, à le dire tel que cela se dit là, je crains. Je crains qu'il ne fasse des pains cornus. À mal enfourné, on fait des pains cornus, dit-on. Parce que désormais, les autres également vont commencer par échafauder également d'autres plans, planifier d'autres choses et pour le coincer pour ne pas lui glisser des pots de banane. Vous comprenez bien. Et il en a déjà une par rapport à cette affaire de véhicule. Le Parlement, on attend de voir les semaines à venir ce qui adviendrait par rapport à cette situation-là. Mettre au frais, est-ce la meilleure façon d'écarter les rivaux sérieux? Mettre au frais, c'est une expression. Non, vous savez, c'est le jeu politique. C'est courant par ici. Le jeu politique reste le jeu politique. Si vous avez des cadavres dans vos placards, évidemment, on va s'en servir. C'est comme un jeu d'échecs. Chacun a son fou, chacun a son cavalier, chacun a son roi, sa dame, et on avance sur l'échiquier. Et donc voilà, chacun y va de ses arguments. Donc si je dois aller à un point A et que, bon, voilà, je sais que vous venez entraver mon chemin et que vous avez des cadavres, on va utiliser les cadavres pour pouvoir vous mettre au prix de votre liberté à vous. Au prix de...
ce n'est pas forcément la question de la liberté qu'il faut voir. Ce n'est pas ça. Moi, je ne pense pas que c'est la question de la liberté. Mais c'est important tout de même, la liberté. Ça dépend de quel cadavre il s'agit. Ça dépend de quoi il s'agit. Si vous avez commis un acte délictuel, si vous avez commis un acte criminel, bien sûr, tu as suivi ce qu'il dit, il semble que c'est un coup, là. Ça va vous poursuivre. Mais à vous d'être vigilant. Vous êtes en politique, vous savez qu'en politique, chaque pas doit être calculé. Absolument, vous recevez des coups, vous en donnez. C'est comme ça. Ça ne changera pas demain non plus. Donc, quand vous rentrez sur la scène, vous savez à quoi vous vous entendez, vous savez à quoi vous vous êtes engagé, vous savez dans quoi vous vous êtes engagé. Donc, voilà. Il n'y a pas que des saints en politique. Et c'est pas les enfants, c'est pas les enfants que peut-être. Vous en comptez dans l'histoire, si on en regarde, on en verra peut-être. Oui, c'est vrai, mais il se fait que parfois, vous pouvez ne pas avoir des cadavres, mais on peut vous en fabriquer. Oui. C'est possible. Ah oui, parfois. Ça fait partie. Ah oui, adversaire redoutable, président virtuel. Vous pouvez ne pas avoir de cadavres, mais on peut vous en fabriquer. Parce que ceux qui sont aux affaires sont tout puissants. Ils sont tout puissants. Et surtout lorsque les pouvoirs judiciaires ne sont pas si indépendants, vous comprenez bien, on peut vous en fabriquer. Et puis... C'est comme je vous ai dit, c'est un jeu d'échecs. Oui. Chacun n'a qu'à savoir comment il déplace ses clients. Même moralité de l'histoire, même si aujourd'hui vous êtes le plus puissant, vous demeurez le plus puissant, il faut avoir de la mesure, parce que la mesure dont vous serez servi aujourd'hui, où elle vaudra également après. Et puis les autres, quand la roue va tourner. Oui, la roue tourne toujours. La roue va tourner et puis. La roue finit pas de tourner. On finira par faire la fête. Bon. Donc, de deux mots parfois. Il faut choisir aussi le moyen, même si politique. J'ai le droit de faire 2 mandats. Pourquoi m'arrêterais-je, demande Oui, mais si laissez-moi y aller. La Constitution, c'est démocratique. J'ai le droit de faire. Puisque la Constitution me dit, je peux faire comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors, si je veux faire laissez-moi y aller, c'est ce qu'il dit. Après, c'est une question de discussion avec ses. Lui ne veut pas discuter. Il vient empêcher. Avec ses partenaires. Il vient empêcher carrément. Mais il n'a pas discuté. Il n'a pas dit qu'il veut empêcher, mais il dit. Bon. Mais il avoue là. Oui. Camélia offrait parce que. Bon. Il a des intentions. Peut-être. C'est ce qu'il dit là, ouvertement. Hein? Peut-être. Bon, attendons de voir. Mais est-ce que Caméré était sain? Après, c'est ça. Après, est-ce qu'il n'a pas donné le flanc pour qu'on puisse lui taper dedans? Bon, après, c'est ça. Je dis, il y a jamais rien sans rien. Vous avez forcément commis une bévue quelque part. Mais il n'y a rien. Il y a bien dit tout à l'heure. On peut vous en fabriquer. Hein? Oui, on peut vous en fabriquer, mais ça doit être vraiment dans le racard. Hein. Vous savez, en politique, les gens sont parfois ils regrettent ils font pas attention quand ils gouvernent ou ils font des actes. Voilà, vous venez à peine d'arriver, vous foutez des 10 doigts dans la bouche et on vous prend. Voilà, vous savez que vous allez loin, vous ménagez votre monture, vous faites profil bas, vous gérez et au moment opportun, vous sortez vos cartes. Mais bon, voilà. Pour ma part, c'est un jeu politique, c'est le jeu politique. Avec le même Tshisekedi, un député perd, voilà, vous voyez un peu. Et bien ce député-là, c'est pareil. Voilà. On pourrait dire. En difficulté pour dire, vous n'avez plus cette liberté-là. Quand je critique le chef de l'État, ça me coûte cher. Vous aurez tout compris que je parlais tout à l'heure de. Parfois, il se fait que certains hommes politiques eux-mêmes mettre le doigt dans des engrenages qu'ils ne soupçonnent pas. C'est après coup qu'ils se rendent compte que, oh là là, mais ils n'auraient pas dû. Et ils n'auraient pas dû. Ah oui, mais lorsqu'on prend le député, on prend le chef de l'État. Mais qui est le plus puissant de la République? C'est bel bien le chef de l'État. Parce que l'autre doit vite se ranger, sinon il va lui compliquer l'existence. Mais les tests donnent à chacun son pouvoir. Mais même si, attention, n'oubliez pas que disposant d'une majorité au Parlement, vous avez beau être député, élu, le chef de l'État, l'immunité, on s'en fout. Il peut instruire. Il peut instruire, s'il dispose de la majorité, pour enlever votre immunité. Ah oui, lui, il peut donner l'instruction. Alors que les gars, ils vont. Ce ne devrait pas être ça. Parce qu'on a dit le pouvoir législatif, l'indépendance, le Parlement devait contrôler normalement. Vous voyez, la plupart du temps en Afrique, ce qui surprend, c'est vrai que, on dit qu'on soutient parfois le président, alors que le Parlement peut accompagner à sa manière. C'est-à-dire que critiquer avec objectivité, faire des suggestions à l'exécutif, lui indiquer parfois des directions à suivre.
Mais lorsque carrément on dit qu'on soutient seulement, on soutient, et qu'il n'y a pas le contrôle qu'on doit exercer véritablement au niveau de l'exécutif, vous comprenez que les uns et les autres perdent le latin par rapport au rôle déterminant qui doit être celui du Parlement. Un député qui perd son immunité pour avoir critiqué le chef de l'État. Il est Dieu, quoi. Vous voyez, ça mérite. Chef de l'État, chef du monde, chef de Dieu. Ça dépend de quel genre de critique. Est-ce que c'est une insulte qui touche la personnalité du chef de l'État? Il dit que le chef d'État n'est pas dans le vrai, il ne fait pas ce qu'il dit. Et tout le monde le voit, ça. Non, mais parfois il y a de l'abus. Mais après c'est encore la justice de rendre aux mains du même chef de l'État. Ça, on peut pas le dire parce que on peut pas dire que vous voyez sur le continent. Parce que non, on peut pas dire que du coup parce que le chef de l'État, il est président de la République, il est président et qu'il maîtrise tout l'appareil d'État. Ah mais non, jusque là on dit encore que c'est un qu'il y a séparation des pouvoirs. Sur papier. Sur papier, peut-être, et même peut-être dans les faits. Vous voyez ça où, sur le continent? Le fait que certaines personnes se laissent contrôler ne veut pas se dire que la justice entière se fasse contrôler. Mais on sait à qui on confie un tel dossier. Mais non, parce que... Je confie mon dossier à n'importe qui. J'instruis. Toi, occupe-toi de lui. Parce que tu es bon pour ça. Il y a des gens à qui on n'oserait jamais confier des dossiers parce qu'ils sont respectables. Il reste encore que vous avez les moyens de vous battre et de prouver. C'est vrai que parfois on dit que face à la force étatique, on peut pas grand-chose, mais on a bien vu dans certains États des personnes vaincre l'État. Donc pour ma part, tout est jouable. C'est ça, Adrien. Non, c'est-à-dire, cet aspect des choses, il va falloir que M. Olabi ait une idée précise. Oui, certaines personnes vaincre l'État, je dirais que c'est une autre paire de manches. La nuance, elle est importante. Surtout au plan politique, en Afrique, là, dans la plupart des pays africains, je ne vois pas ces individus-là, fût-ce des politiciens, vaincre l'État. Elles sont se comprend. C'est ça que la question ici. Ils sont sur le terrain politique où ceux qui sont aux affaires tiennent à régler des comptes. Ah là là. Vous êtes aux ordres. Vous êtes aux ordres, vous ne pouvez pas. Mais on va vous coincer en fait. Utilisons les mots qu'il faut. On va vous coincer. Se peut-il que sur bien des plans, vous avez manière partie avec l'État dans les domaines affaires. Oui, on peut comprendre que bon, finalement, il y a une autre. Bon, vous allez vous adresser à d'autres institutions supra. Ça, c'est différent. Mais sur le terrain politique, dans la plupart des pays africains, oh là là, et vaincre ceux qui sont aux affaires dans ces conditions et contextes-là, ce n'est pas évident, ce n'est pas demain la veille. Nous aurons souhaité que notre souhait que ce soit cela, mais ce n'est pas demain la veille parce que ceux qui sont aux affaires ont de longueur d'avance sur vous, sur ce que vous êtes politicien et que vous ne chantez pas à la gloire des chefs. Moi, je pense. Oui. Moi, je suis de ceux qui pensent, et je crois que beaucoup de personnes comme moi pensent que tout est jouable. C'est un jeu d'échecs politique. Moi, je pense que, quelle que soit la situation, que vous soyez en face d'un État ou d'une puissance de tout un appareil, d'un rouleau compresseur ou tout ce que vous voulez, dans une affaire dite politique, c'est vrai, on peut dire que vous avez le dos au mur, mais vous avez encore... C'est toute une question de stratégie. Et il faut se donner les moyens d'avoir les meilleures stratégies, les meilleurs avocats. Pour ce que vous voyez, tout ce que vous voulez. Ils exécutent, hein? Non. Tranquillement. Ouais, vous les voyez, non? Je vois de sur le continent. Je vois de quoi vous parlez, mais je reste encore... Monsieur Olabi, on vous conduit devant le juge. Ouais, on vous conduit devant le juge. Vous ne savez pas si, oui ou non, il a reçu des instructions. D'accord. Celui-là, c'est un adversaire redoutable. Collez lui au moins 2 ans. Instruction reçue. Mais on vous fera... Vos avocats vont plaider. Et in fine... Vous avez les 2 ans. Le verdict est tombé. Vous avez 2 ans. C'est vrai, vous voyez ça sur le continent. Face à l'État. Je vois de quoi vous parlez. Vous voyez autre chose. Moi, je vois. C'est si courant. Vous voyez une face de la médaille, moi, je vois aussi l'autre face. Ah, justement. Il vaut mieux. Avec Sonko, nous irons au Sénégal.
Et au Sénégal, on a deux nouvelles lois là qui, franchement, imbrûlent la cité. Le président tente de museler ses adversaires politiques, mais qu'il sache que nous, les Sénégalais, ne sommes pas dupes et ont compris son jeu politique. C'est Ousmane Sonko qui parle là, Adrien. Oui, justement parce que c'est dans la droite ligne du sujet que nous venons d'aborder. En cela que, bon, quelque part à Dakar, un troisième mandat, déjà, ça trotte là. Ouais, ça. Déjà, oui, un troisième mandat, mais c'est dans les tuyaux déjà. C'est dans les tuyaux. Bon, comment faire pour parvenir à ces fins? Tout de suite, premier réflexe. Qui sont ces candidats-là qui pourraient être des obstacles ou des handicaps? Et il s'est trouvé un certain Sonko qu'on a repéré rapidement. Vous avez vu, on lui a déjà balancé un dossier ou une affaire. Et justement. Et maintenant, qu'est-ce qui suit parfois? Vous avez vu ce qui a suivi la dernière fois où tout Dakar, les rues de Dakar ont été prises d'assaut par les populations. Et bon, on a repoussé d'abord chemin. En fait, en repoussant chemin, il y a quelques mois, c'était pour vous faire voter des lois. Et M. Olabi, je le disais tantôt, on ne fait qu'instruire le Parlement là. Faites voter telle loi. Parce que désormais, si cette loi venait à être promulguée à Dakar, on ne veut plus voir les gens descendre dans la rue. Tel qu'ils l'ont fait il y a quelques mois pour soutenir Sonko. Je n'ai pas pu avoir copie de la loi pour pouvoir... Non, mais c'est des lois restrictives de liberté. Non, ce que je veux dire, en fait, c'est pour ne pas biaiser mon analyse. C'est-à-dire que je n'ai pas eu connaissance de la loi. Je n'ai pas pu lire les dispositions de cette loi-là pour savoir. Mais tout ce que j'ai pu retenir sur cette loi, c'est que c'est une loi qui vient pour encadrer davantage les questions de financement. C'est le bon mot. Non, en fait, je m'exprime ainsi. Encadrer les questions de financement de terrorisme, de financement de terrorisme et de blanchiment d'argent. Je crois que c'est tout ça ensemble. Et que c'est une loi en fait qui rentre dans le cadre du GAFI. C'est ce que dit le gouvernement. Groupe, oui, évidemment. Il doit dire ça. Évidemment. Il dirait pas autre chose. Si c'est pas ça, on peut toujours vérifier. Donc c'est que c'est pas faux. Donc Tout ce qui vient du gouvernement est vrai. Non, c'est-à-dire ce que je veux dire un truc comme ça, d'accord. Si cela relevait d'une fausseté, ça aurait dû être relevé. C'est-à-dire que peut-être que c'était pas un gros argument, mais c'est un argument. On part de là. Pour le choix où on sait. Non, mais est-ce que c'est en relation? Est-ce que on a opposé à l'État sénégalais de se mettre en règle, sinon on le met sur une liste rouge? Vrai ou faux? La question est peut-être vraie. Peut-être que dans le fond, c'est vrai. Et il faut pas tout de suite penser que les lois sont toujours votées pour pouvoir, je sais pas quoi, restreindre les libertés publiques, restreindre les libertés individuelles. Pas toujours. Pas toujours pour moi. Donc pour moi, alors ça a été fait, la loi a été votée, après il reste son application. C'est peut-être dans son application qu'il faut peut-être voir s'il y a des dérives autoritaire dans l'application de la loi. Est-ce que c'est une loi vraiment qui rentre dans le cadre du GAFI? Pour la plupart, je n'ai pas entendu de contestation. Je n'ai pas entendu dire que c'est faux, que le gouvernement sénégalais a inventé une loi ou que cette loi ne vient pas du GAFI ou vraiment que le Sénégal n'a pas été mis en demeure de se conformer à une disposition. Je n'ai pas eu le temps non plus de vérifier si cette loi a été votée dans d'autres pays, dans d'autres États africains pour pouvoir, puisque actuellement évidemment il y a toute une législation qui est en train d'être mise en place au sein des États africains contre le terrorisme, donc je ne peux pas dire tout de suite de go que ce sont des lois qui ont été inventées pour pouvoir bloquer ou pouvoir restreindre des libertés individuelles ou des libertés publiques. Attendez de voir. Voilà. Bon, en attendant, on va où? On va parler de Reporters sans frontières. Je reste avec vous, Émiry. Les membres de cette liste imposent une répression massive via la mise en place d'appareils de censure, de l'incarcération arbitraire de journalistes, d'incitation à la violence contre ces derniers quand ils n'ont pas directement ou indirectement poussé à leur assassinat. RSF actualise la liste des prédateurs de nos libertés. Oui, évidemment. On cite des chefs d'État, hein? Poutine, Nguema, ils sont là, hein? On les voit faire. Oui, bon, alors c'est une réalité. Bon, est-ce que... Donc, que voyez-vous? Dites si.
Oui, vous ne voyez pas ça. Est-ce que c'est une liste Loire ou c'est une liste connue? D'après vous? Ils ne nous disent pas. Vous ne voyez aucun de ce chef dans les non, non, c'est-à-dire que... Afewerki, Poutine, Nguema, Kagame. Évidemment, d'accord. Aucun d'eux. C'est-à-dire que si on doit suivre le reporter sans frontières, c'est que chacun de ces présidents détient une liste noire où il est inscrit des journalistes, où il faut évidemment essayer de les faire taire. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Je me suis posé la question plusieurs fois de savoir, mais est-ce que réellement est-ce que c'est ça? C'est vrai avec eux, on ne parle pas comme on veut. C'est vrai qu'il faut reconnaître que dans certains États, la question de la liberté de presse est comment je vais dire, est problématique. Et dans certains États. Vraiment. En Russie, on parle des questions de liberté, on en parle souvent sur beaucoup d'aspects, d'opposants qui sont traqués. C'est des questions qui sont récurrentes, et évidemment. Bon. Alors on banalise? Mais après, il faut voir aussi est-ce que sur le taux, sur combien de personnes, sur combien de... C'est pas encore inquiétant, c'est ça? C'est pas que c'est inquiétant, mais il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, ça peut... Pour aller à 1000, il faut passer par 1. Il faut passer par 1, évidemment. Mais est-ce que c'est une raison pour dire que, évidemment, allez, si quelqu'un ne parle pas, plus personne ne parle? Est-ce que parce que, évidemment, les gouvernements sont parfois... ne sont pas d'accord avec certaines personnes. Chantez mes louanges tranquillement, ou sinon. Bon. Adrien, sur la liste, il y a même des femmes. Ah oui, ce qui est de cœur qu'on dit. Mais, et ironie du sort, c'est écœurant de constater cela. Monsieur Olabi, soyez rassuré. Même si c'était un seul journaliste qui était concerné, il faut déplorer la chose. Même parce que les dirigeants... D'accord, il faut totalement déplorer. Oui, les dirigeants, la plupart sont gênés aux entournures. Lorsque, après avoir chanté les gloires, après les avoir encensés, ils ne supportent pas. Oui. Ce que je dis, c'est que il ne faut pas qu'on prenne, c'est-à-dire qu'on peint toute une personne ou tout un État de ne pas respecter les libertés de presse. C'est excessif selon vous? Je sais pas, pour une situation ou deux, on peut déplorer qu'il y a eu une situation où il y a des situations précises, pas telle est structurée, mais dire que l'État de tel ne respecte pas, dans l'ensemble, que ça va pas du tout. On a cité des hommes. Ouais. Et ces États-là, justement dans ces États, il se fait qu'on ne respecte pas ces droits. Les journalistes, vraiment, risquent leur vie en faisant leur travail. Ah oui, c'est ça qui est la question. Bien sûr. Ah oui, parce que, comme je le disais tantôt, à eux, ils ne supportent pas la moindre contradiction. Vous devez aller dans leur sens. Ils n'en voient pas. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il y a des chefs d'État où il y a des hommes politiques, au-delà même des chefs d'État, même dans la société, il y en a, c'est-à-dire que, hormis les hommes politiques d'État, évidemment, il y a des officiels ou même parfois même des personnes privées d'une certaine carrure sociale qui, évidemment, ne supportent pas. Ah oui, absolument. Et ce n'est pas qu'en Afrique, hein. Vous savez. Ça vous console, c'est ça? C'est bon, le temps est complètement parti là. Je vais dire merci à Emery Olabi. Il est universitaire, juriste internationaliste. Et mon confrère Adrien Moussou, merci d'avoir été là, madame, monsieur. Merci de nous avoir suivis. Nous retrouvons bientôt.